Paris le 15 juin 2025 à 14h30, dans l'atmosphère feutrée et sophistiquée du Grand Palais, l'élite mondiale de la mode assistait partagée entre fascination et malaise à ce qui allait rapidement être qualifié de défilé le plus polémique de toute l'histoire de la Fashion Week parisienne. Sur le podium, les mannequins avançaient avec lenteur vêtus comme des prisonniers directement inspirés des méga-prisons du Salvador, tenues rayées bleu et blanc, crânes rasés, chaînes attachées aux chevilles. Une mise en scène aussi glaciale que provocante. Pourtant, personne n'avait anticipé que cette prétendue audace artistique allait déclencher une crise diplomatique majeure entre la France et l'Amérique latine la plus grave depuis des décennies. Au centre de cette confrontation inattendue se trouvait Sébastien Lecornu, récemment nommé chef de la diplomatie française, et Nayib Bukele, le président salvadorien de nouvelle génération connu pour ne jamais reculer face à la critique. Installé dans les gradins VIP Lecornu, observait la scène avec une expression mêlant indignation et profond inconfort, tandis qu'à ses côtés, Carlos Mendoza, ambassadeur du Salvador en France, semblait visiblement embarrassé par ce spectacle transformant la souffrance nationale en divertissement parisien raffiné. « Monsieur l'ambassadeur », murmura Lecornu avec retenue, « j'ose espérer que votre gouvernement ne valide pas une telle représentation. » Mendoza acquiesça avec nervosité, répondant « Monsieur le ministre, je transmettrai immédiatement vos préoccupations à San Salvador. » Mais Lecornu ne comptait pas s'arrêter là. À peine sorti du défilé, il rassembla aussitôt les journalistes présents et improvisa une déclaration qui en quelques instants allait embraser la scène médiatique internationale. « Ce que nous venons de voir ici, déclara-t-il face aux caméras de BFM TV et de France 24, est une insulte aux droits humains les plus élémentaires. Utiliser l'image des prisonniers salvadoriens comme inspiration pour un défilé de mode parisien, c'est banaliser la souffrance humaine et transformer en spectacle ce qui devrait nous horrifier. » Les journalistes prenaient des notes avec frénésie. Lecornu poursuivit la voix plus ferme. « La France, patrie des droits de l'homme, ne peut rester silencieuse face aux violations systématiques des droits humains que représentent ces méga-prisons au Salvador. Monsieur Bukele peut impressionner certains par ses méthodes autoritaires, mais nous croyons toujours en la dignité humaine. » Monsieur le ministre, l'interrompit une journaliste, allez-vous prendre des mesures diplomatiques ? La France va réexaminer ses relations avec le Salvador tant que ce pays continuera à bafouer les conventions internationales relatives aux droits humains. Nous ne pouvons pas fermer les yeux sur ce qui s'y passe. Ces déclarations furent immédiatement reprises par toutes les chaînes d'information françaises et internationales. En quelques heures, les extraits circulaient sur l'ensemble des réseaux sociaux accompagnés de mots dièses viraux. Au palais présidentiel de San Salvador, il était 8h30 du matin lorsque Nayib Bukele apprit la nouvelle. Contrairement à son habitude de réagir immédiatement, il resta silencieux pendant plusieurs heures, ce qui inquiéta son entourage. « Monsieur le Président, » dit son conseiller en communication Ernesto Sanabria, « les médias internationaux reprennent massivement les déclarations du ministre français. Comment souhaitez-vous répondre ?» Bukele leva les yeux de son téléphone, un sourire ironique aux lèvres. Ernesto, préparez-moi une conférence de presse pour 16 heures et invitez tous les médias internationaux présents au Salvador. C'est au quel sera le sujet, Monsieur le Président? Je vais donner une leçon de réalisme au ministre français. À 16 heures précises, heure locale, Bukele apparut devant un parterre de journalistes dans la salle de presse du palais présidentiel. Vêtu de sa casquette de baseball habituelle, il contrastait volontairement avec l'image guindée des diplomates européens. « Mesdames et messieurs », commença-t-il en espagnol, ses paroles étant traduites simultanément, « j'ai appris que M. Lecornu, le ministre français, était très préoccupé par nos prisons et nos prisonniers. » Il marqua une pause, son regard fixant directement la caméra. « Monsieur le ministre français semble penser que nous violons les droits humains en enfermant les criminels les plus dangereux d'Amérique centrale dans des conditions de sécurité maximale. » Bukele se leva et commença à marcher devant le pupitre comme il aimait le faire lors de ses interventions les plus percutantes. « Alors j'ai une proposition très simple à faire à M. Lecornu et au gouvernement français. » Le silence était total dans la salle de presse. Les journalistes sentaient qu'ils assistaient à un moment historique. Si la France considère que notre traitement des membres du MS-13 de Barrio Dixit et des autres organisations criminelles est inhumain, dit Bukele et sa voix se faisant plus forte, si vous pensez que nous violons leurs droits, alors nous sommes prêts à vous les envoyer. L'effet fut immédiat, les journalistes se redressèrent.
Les caméras zoomèrent sur le visage déterminé du président salvadorien. « Oui, vous avez bien entendu, continua Bukele. Je peux organiser un vol charter, un vol à sens unique, et déposer tous nos 75 000 prisonniers directement à l'aéroport Charles de Gaulle. Comme ça, la France pourra leur donner le traitement humain qu'elle juge approprié. » La salle explosa, les journalistes criaient des questions, les caméras s'agitaient, les téléphones sonnaient. Bukele leva la main pour réclamer le silence. « Monsieur Lecornu, dit-il en regardant directement la caméra, vous qui donnez des leçons de droits humains depuis vos beaux salons parisiens, êtes-vous prêt à accueillir ces criminels dans vos banlieues? Êtes-vous prêt à expliquer aux familles françaises pourquoi vous préférez protéger les droits des assassins plutôt que ceux des victimes? Parce que c'est exactement ce que nous faisions avant, nous respections les droits humains de ces criminels. Et vous savez ce qui se passait? Ils tuaient 105 personnes par jour au Salvador. 105 personnes par jour, monsieur le ministre français. » Bukele revint vers le pupitre, ses mains posées fermement sur le bois. « Alors voici ma proposition officielle au gouvernement français. Si vous voulez ces prisonniers, ils sont à vous. Je peux les mettre dans un avion demain matin. Mais ne venez plus jamais me donner de leçons sur les droits humains quand vous n'avez jamais eu à faire face à ce que nous avons vécu. »« Monsieur le Président, » cria un journaliste, « êtes-vous sérieux? Allez-vous vraiment envoyer vos prisonniers en France? » Bukele sourit ce sourire mi-ironique, mi-déterminé, qui était devenu sa marque de fabrique. « Essayez-moi. Donnez-moi juste l'accord de Monsieur Lecornu et je commence les préparatifs cet après-midi. » Les images de cette conférence de presse firent le tour du monde en quelques minutes. Sur les réseaux sociaux, des mots dièses devinrent rapidement viraux accompagnés de mèmes et de commentaires enflammés. À Paris, il était 23 heures lorsque Lecornu, réveillé par son chef de cabinet Pierre Dubois, découvrit l'ampleur de la crise qu'il venait de déclencher. « Monsieur le ministre, le président Bukele vient de vous proposer publiquement d'envoyer 75 000 prisonniers en France. Les réseaux sociaux sont en ébullition. L'Élysée demande des explications. Lecornu, encore en pyjama dans son appartement ministériel, regardez les extraits de la conférence de presse sur son téléphone. Il ne peut pas être sérieux. Si, monsieur le ministre, et ses déclarations font déjà la une de tous les médias latino-américains. Il est en train de devenir un héros populaire. Lecornu comprit immédiatement qu'il venait de commettre une erreur majeure. En s'attaquant à Bukele, il avait déclenché une riposte qu'il n'avait pas anticipée. Le président salvadorien venait de retourner complètement la situation en le mettant face à ses contradictions. Le lendemain matin, l'affaire Lecornu-Bukele dominait tous les journaux français. Le Figaro titrait « Lecornu provoque une crise diplomatique avec le Salvador ». Le Monde analysait quand la diplomatie française se heurte au populisme latino-américain. Libération questionnait « Droits humains qui a raison entre Lecornu et Bukele ». De son côté, Bukele continuait d'alimenter le feu avec des tweets percutants. « Monsieur Sébastien Lecornu, nous attendons toujours votre réponse. L'avion est prêt. Vos banlieues sont-elles prêtes? » Puis, « La France qui donne des leçons au Salvador sur les droits humains, c'est comme si la Corée du Nord donnait des leçons de démocratie à la Suisse. » Et encore, « Message personnel à Monsieur Lecornu, venez passer une semaine dans nos prisons. Après, on rediscutera des droits humains. » Chaque message était relayé massivement, générant des vagues de commentaires et de mèmes. L'opinion publique internationale se divisait clairement. D'un côté, les défenseurs des droits humains soutenaient Lecornu. De l'autre, une majorité grandissante admirait la répartie de Bukele. Dans son bureau du Quai d'Orsay, Lecornu tentait de limiter les dégâts. Il avait convoqué une réunion de crise avec ses conseillers diplomatiques. « Monsieur le ministre, » expliquait son directeur de cabinet, « nous devons répondre rapidement. Le silence est interprété comme une faiblesse. Que propose notre ambassade à San Salvador? » L'ambassadeur recommande une désescalade. Il suggère de préciser que vos critiques portaient sur le défilé parisien et non sur la politique salvadorienne. Lecornu secoua la tête. C'est trop tard pour reculer. Cela paraîtrait lâche. Alors que proposez-vous? Lecornu réfléchit quelques instants. Nous allons hausser le ton. Préparez-moi une déclaration ferme sur les valeurs démocratiques. L'après-midi même, Lecornu organisait sa propre conférence de presse au Quai d'Orsay. Face aux journalistes français et internationaux, il adopta un ton solennel. « La France ne se laissera pas intimider par les provocations de dirigeants autoritaires », déclara-t-il. Quand un président utilise la rhétorique de la menace pour éviter de répondre aux critiques légitimes sur les droits humains,
Il montre sa véritable nature. Monsieur Bukele peut faire tous les tweets qu'il veut, organiser toutes les provocations qu'il souhaite. La France continuera à défendre les valeurs démocratiques et les droits humains partout dans le monde. Mais au lieu de calmer la situation, cette déclaration eut l'effet inverse. Bukele y vit une nouvelle provocation et décida d'élever encore le niveau. Le soir même, depuis son bureau présidentiel, il organisa un direct sur Instagram suivi par plus de 2 millions de personnes en direct. « Mes amis, dit-il face à la caméra, Monsieur Lecornu vient de me traiter de dirigeant autoritaire. Vous savez ce qui est autoritaire, laisser les criminels terroriser la population pendant des décennies. » Il se leva et marcha vers une carte du Salvador accrochée au mur. « Regardez ces chiffres. Avant notre arrivée au pouvoir, le Salvador avait le taux d'homicide le plus élevé au monde, 105 morts par jour. Nos mères ne pouvaient pas sortir de chez elles. Nos enfants ne pouvaient pas aller à l'école. » Il revint face à la caméra. Et aujourd'hui, nous sommes le pays le plus sûr d'Amérique latine. Grâce à quoi? Grâce à nos violations des droits humains. Alors oui, Monsieur Lecornu, je suis autoritaire avec les criminels et je suis fier de l'être. Nos citoyens honnêtes méritent de vivre sans peur. Puis il ajouta avec un sourire ironique, mais l'offre tient toujours. Si la France veut nos prisonniers, elle peut les avoir. Je commence même à penser que ce serait un beau cadeau pour l'Europe. Vous pourrez expérimenter vos théories sur les droits humains en pratique. Cette intervention fut vue par des millions de personnes et partagée massivement. Bukele venait de transformer une crise diplomatique en spectacle médiatique global et il était clairement en train de gagner la bataille de l'opinion publique. Aux États-Unis, de nombreux politiciens conservateurs commencèrent à le soutenir publiquement. Donald Trump Jr. publia « Bukele a raison, les gauchistes européens donnent des leçons depuis leur tour d'ivoire sans jamais affronter la réalité. » Latine, le soutien à Bukele était encore plus massif. Les présidents de plusieurs pays exprimèrent leur solidarité avec le Salvador. Le président colombien déclara « Bukele a eu le courage de dire ce que beaucoup d'entre nous pensent sur l'hypocrisie européenne. » Face à cette vague de soutien international pour Bukele Lecornu, comprit qu'il était en train de perdre cette bataille diplomatique. Pire encore, il commençait à recevoir des critiques au sein même du gouvernement français. Le Premier ministre le convoqua pour une réunion d'urgence. « Sébastien, cette affaire Bukele est en train de devenir un problème majeur. Les sondages montrent que 60% des Français comprennent la position du président salvadorien. Comment est-ce possible? Demanda Lecornu stupéfait. Parce que les Français aussi ont peur de la criminalité. Quand ils voient Bukele expliquer qu'il a arrêté 105 morts par jour, ils se disent qu'il a peut-être raison, mais enfin nous ne pouvons pas cautionner des violations des droits humains. Le Salvador est passé du pays le plus dangereux au monde au plus sûr d'Amérique latine. C'est un fait. Lecornu quitta cette réunion complètement démoralisé. Il avait voulu faire une sortie médiatique sur les droits humains et s'était retrouvé piégé par un président qu'il avait sous-estimé. Le soir même, Bukele porta les estocades finales. Dans un nouveau message, il écrivait « Mise à jour pour Monsieur Lecornu. J'ai vérifié avec nos compagnies aériennes. Nous pouvons organiser 150 vols pour transporter nos 75 000 prisonniers vers Paris, coût estimé 50 millions de dollars. La France paiera le transport de ses futurs résidents. » Ce message généra plus de 500 000 partages en 24 heures et devint l'un des tweets politiques les plus diffusés de l'année. Une semaine après le début de cette crise, Lecornu fut contraint de reconnaître sa défaite. Dans un communiqué sobre, le Quai d'Orsay annonça que la France respectait la souveraineté du Salvador dans la gestion de ses affaires intérieures et que les relations diplomatiques entre les deux pays restaient cordiales. Bukele, magnanime dans la victoire, répondit par un simple message « Merci, Monsieur Lecornu. L'invitation à visiter nos prisons reste ouverte, mais maintenant vous payez votre billet d'avion. » Cette affaire marqua un tournant dans la carrière de Lecornu. Pour la première fois depuis sa montée en puissance politique, il avait été publiquement humilié par un adversaire qu'il avait sous-estimé. Mais pour Bukele, c'était une victoire totale. Il avait non seulement repoussé les critiques françaises, mais il était devenu une star internationale, admiré par des millions de personnes qui voyaient en lui un leader capable de tenir tête à l'establishment européen. Mais l'affaire était loin d'être terminée. Ce que ni Lecornu ni Bukele n'imaginaient, c'est que cette guerre des mots allait avoir des conséquences bien réelles sur le terrain.
3 jours après la défaite diplomatique de l'Écornu, un événement inattendu relança totalement la situation. À l'aéroport Charles de Gaulle, un vol en provenance de San Salvador atterrissait avec à son bord 47 ressortissants salvadoriens expulsés de France pour diverses infractions. Ce qui était une procédure administrative habituelle prit soudain une dimension politique explosive lorsque l'un des expulsés, Carlos El Flaco Ramirez, déclara aux journalistes salvadoriens venus couvrir l'arrivée « Merci, Monsieur L'Écornu, de nous avoir renvoyés chez nous. Maintenant, on sait ce que pense la France des Salvadoriens. » Bukele, toujours à l'affût d'une opportunité médiatique, saisit immédiatement l'occasion. Lors d'une conférence de presse organisée directement sur le tarmac de l'aéroport de San Salvador, il accueillit personnellement les expulsés. « Regardez cette ironie », déclara-t-il face aux caméras. « Monsieur L'Écornu critique nos prisons, mais il nous renvoie ses propres criminels. La France expulse, mais nous serions les violateurs des droits humains. » Il se tourna vers Carlos Ramirez, menotté entre 2 policiers salvadoriens. « Carlos, dis-moi comment étaient tes conditions de détention en France ?»« Monsieur le Président, » répondit Ramirez avec un sourire narquois. « En France, j'avais ma propre cellule, la télévision 3 repas par jour, et je pouvais appeler ma famille tous les jours. » Bukele fit mine d'être étonné. « Ah, vraiment, et maintenant que tu es chez nous, maintenant je vais dans vos méga-prisons que Monsieur L'Écornu trouve si terribles. » « Parfait, » dit Bukele en regardant directement la caméra. « Carlos va pouvoir comparer personnellement le système français et le système salvadorien. Je propose à Monsieur L'Écornu de venir interviewer Carlos dans 6 mois pour voir lequel des 2 systèmes l'a le mieux réhabilité. » Cette séquence filmée en direct et diffusée sur toutes les chaînes du Salvador fit sensation. Bukele venait encore une fois de retourner la situation, transformant les expulsions françaises en nouvelle occasion d'attaquer L'Écornu. À Paris, dans son bureau du Quai d'Orsay, L'Écornu regardait les images avec un sentiment d'impuissance grandissant. « Comment fait-il » demanda-t-il à ses conseillers. « Comment arrive-t-il à transformer chaque situation à son avantage ?» « Monsieur le ministre, » répondit son directeur de la communication, « Bukele maîtrise parfaitement les codes de la communication moderne. Il transforme la politique en spectacle permanent. Et nous, que pouvons-nous faire? Rien. Chaque fois que nous répondons, nous tombons dans son piège. Il nous entraîne sur son terrain. Mais L'Écornu n'était pas homme à baisser les bras facilement. Il décida de changer de stratégie et de porter le débat sur un terrain qui lui était plus favorable, les institutions internationales. Le lendemain, lors d'une session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, L'Écornu prononça un discours remarqué sur les dérives populistes en Amérique latine. « Mesdames et messieurs les délégués, déclara-t-il depuis la tribune, nous assistons aujourd'hui à une remise en cause dangereuse des valeurs universelles des droits humains par certains dirigeants qui utilisent que la communication numérique pour légitimer l'illégitime. » Il ne nomma pas explicitement Bukele, mais tout le monde comprit. Nous ne pouvons pas accepter que la lutte contre la criminalité serve de prétexte à la violation systématique des droits fondamentaux. Nous ne pouvons pas accepter que la popularité sur les réseaux sociaux remplace le respect du droit international. Ce discours fut applaudi par les délégations européennes et occidentales. L'Écornu pensait avoir enfin repris l'initiative. Il n'avait pas compté sur la réactivité de Bukele. Quelques heures après le discours de Genève, le président salvadorien organisa une session spéciale du Parlement de son pays pour répondre directement aux accusations de L'Écornu. « Monsieur L'Écornu vient de m'accuser devant l'ONU de violer les droits humains, » déclara Bukele, devant les députés salvadoriens réunis en session extraordinaire. « Je vais lui répondre avec des chiffres des vrais. » Il se dirigea vers un grand écran installé spécialement pour l'occasion. Regardez ces statistiques officielles avant notre politique de sécurité, 105 homicides par jour au Salvador. Après notre politique, 5 homicides par jour. Il fit défiler d'autres graphiques, extorsion en moins, kidnapping en moins, viol en moins, cambriolage en moins. Puis il se tourna vers les caméras. « Monsieur L'Écornu, expliquez-moi qu'est-ce qui viole le plus les droits humains? Enfermer des criminels dans des prisons sécurisées ou laisser ces criminels tuer 105 personnes par jour, 5 morts par jour. Monsieur le ministre français, c'est comme si un Boeing 737 s'écrasait chaque jour au Salvador tous les jours pendant des années. Et nous avons arrêté ces crashs. » Il marqua une pause dramatique. « Alors maintenant, vous allez me dire que j'ai tort de sauver des vies parce que je ne respecte pas les standards européens des prisons?
L'Assemblée salvadorienne explosa en applaudissements. Bukele leva la main pour réclamer le silence. « Mais j'ai une autre proposition pour Monsieur Le Cornu. Puisqu'il pense que nos méthodes sont mauvaises, je l'invite officiellement à venir passer un mois au Salvador. Un mois complet. » Il sourit de son sourire malicieux habituel. Les 2 premières semaines, Monsieur Le Cornu vivra dans un quartier d'avant notre arrivée au pouvoir quand les gangs contrôlaient tout. Les 2 semaines suivantes, il vivra dans le même quartier aujourd'hui libéré des gangs. Après cela, il pourra nous dire s'il préfère la version droits humains d'avant ou la version violation des droits humains d'aujourd'hui. Cette intervention parlementaire fut retransmise en direct sur toutes les chaînes salvadoriennes et latino-américaines. Sur les réseaux sociaux, la proposition de Bukele à l'écornu de venir tester le Salvador devint immédiatement virale. Le mot dièse hashtag l'écornu challenge Salvador accumula plus d'1 million de mentions et des milliers d'internautes du monde entier défiaient l'écornu d'accepter l'invitation de Bukele. Pire encore, pour l'écornu, plusieurs personnalités européennes commençaient publiquement à questionner sa position. Matteo Salvini, leader de la Ligue italienne, publia « Bukele a raison. L'Europe donne des leçons mais n'obtient aucun résultat contre la criminalité. » Marine Le Pen déclara dans un entretien « Il faut reconnaître que les méthodes de Bukele fonctionnent. Nos banlieues auraient besoin d'un peu de fermeté salvadorienne. » Même dans son propre camp, Le Cornu commençait à essuyer des critiques. Des députés de la majorité présidentielle exprimaient privément leurs doutes sur l'opportunité de cette confrontation avec Bukele. Sébastien s'est fourré dans un guêpier, confia un ministre à un journaliste sous couvert d'anonymat. Bukele est en train de le ridiculiser devant le monde entier. Face à cette pression grandissante, l'écornu tenta une dernière manœuvre. Il accepta de participer à un débat télévisé international organisé par CNN en anglais avec Bukele en duplex depuis San Salvador. Ce débat diffusé en prime time américain et européen devait être l'occasion pour l'écornu de reprendre l'initiative en exposant calmement ses arguments sur un plateau neutre. Mais dès les premières minutes, il devint évident que Bukele avait encore une fois l'avantage. Jeune dynamique parlant un anglais parfait avec un léger accent charmant, il contrastait avec l'écornu qui semblait guindé et sur la défensive. « Monsieur Le Cornu, attaqua immédiatement Bukele, vous m'accusez de violer les droits humains, mais pouvez-vous me dire combien de Français sont morts dans vos banlieues l'année dernière à cause de la criminalité? Vous n'avez pas nos problèmes, mais vous vous permettez de juger nos solutions. C'est exactement cela l'arrogance européenne. » Le présentateur de CNN tenta de recentrer le débat. « Monsieur le président Bukele, mais ne pensez-vous pas que certaines conditions dans vos prisons sont... » « Attendez, coupa Bukele. Avant de parler de conditions de prison, parlons de résultats. Monsieur l'écornu, acceptez-vous que nous ayons sauvé des milliers de vies? » L'écornu se trouvait dans une position impossible. S'il admettait les résultats de Bukele, il légitimait ses méthodes. S'il les niait, il paraissait déconnecté de la réalité. Les résultats ne justifient pas tous les moyens. Finit-il par répondre. « Ah bon, répliqua Bukele. Alors expliquez cela aux mères salvadoriennes qui peuvent enfin dormir tranquilles la nuit. Expliquez cela aux enfants qui peuvent aller à l'école sans craindre pour leur vie. » Il se pencha vers la caméra. « Monsieur Le Cornu, vous vivez dans un pays sûr depuis votre naissance. Moi, j'ai dû créer cette sécurité pour mon peuple. C'est cela la différence entre nous. » Le débat se termina sur une image symbolique Bukele détendu et souriant, saluant courtoisement Le Cornu qui semblait épuisé et dépassé par les événements. Les réactions ne se firent pas attendre. Tous les commentateurs s'accordaient à dire que Bukele avait dominé le débat. Le New York Times titrait « Bukele triomphe face à la diplomatie française ». El País analysait « Quand le populisme latino-américain défie l'establishment européen ». Sur les réseaux sociaux, c'était un raz-de-marée pro-Bukele. Les extraits du débat totalisaient des millions de vues et les commentaires étaient massivement favorables au président salvadorien. Pour Le Cornu, c'était la débâcle finale. Non seulement il avait perdu la bataille diplomatique, mais il venait d'être humilié publiquement devant des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Le lendemain du débat, les médias français étaient unanimes. Le Cornu avait commis une erreur majeure en s'attaquant à Bukele. Le Figaro parlait de bévue diplomatique. Le Monde évoquait l'échec de la diplomatie française face au populisme numérique. Dans son bureau du Quai d'Orsay, Le Cornu contemplait amèrement les unes des journaux. Son téléphone sonnait sans arrêt, journalistes réclamant des commentaires conseillés.
proposant des stratégies de sortie de crise collègues ministres, exprimant leur soutien avec une pointe d'ironie. Il comprenait maintenant qu'il avait été naïf. Il avait cru pouvoir traiter Bukele comme un dictateur latino-américain traditionnel. Mais il s'était trouvé face à un adversaire d'un genre nouveau, un populiste numérique parfaitement adapté à l'époque des réseaux sociaux et des médias. Bukele avait transformé chaque attaque en opportunité, chaque critique en spectacle, chaque débat en victoire médiatique. Il maîtrisait les codes de la communication moderne mieux que n'importe quel dirigeant européen. Pire encore, Lecornu réalisait que Bukele avait réussi à retourner l'opinion publique internationale. Ce qui devait être une leçon de droits humains était devenu une démonstration d'efficacité politique. Ce qui devait être une critique des méthodes autoritaires était devenu un plaidoyer pour le pragmatisme. 3 mois plus tard, lorsque les statistiques officielles montrèrent que le Salvador avait effectivement atteint le statut de pays le plus sûr d'Amérique latine, Lecornu dut reconnaître que, quelles que soient ses méthodes, Bukele avait obtenu des résultats que peu de dirigeants pouvaient revendiquer. L'affaire Lecornu-Bukele était bel et bien terminée et le président du Salvador avait gagné par chaos technique politique et médiatique. Et surtout, Bukele avait prouvé qu'à l'ère numérique, un petit pays pouvait tenir tête aux grandes puissances, qu'un leader charismatique pouvait défier l'establishment international et qu'avec les bons outils de communication, David pouvait encore battre Goliath. Pour Lecornu, cette leçon resterait à vie gravée dans sa mémoire. On ne sous-estime jamais un adversaire qui maîtrise parfaitement son époque. 6 mois après cette débâcle diplomatique, une ironie du sort allait donner raison définitivement à Bukele. Le 15 décembre 2025, l'Organisation des États américains publiait son rapport annuel sur la sécurité en Amérique latine. Le Salvador était officiellement devenu le pays le plus sûr de la région, avec un taux d'homicide inférieur à celui de nombreux pays européens, y compris la France. Plus embarrassant encore pour Lecornu, le rapport soulignait que les méthodes controversées du président Bukele ont produit des résultats sans précédent dans la lutte contre la criminalité organisée. L'organisation dont la France était membre observateur légitimait indirectement les politiques que Lecornu avait dénoncées. Bukele, fidèle à lui-même, ne rata pas l'occasion de savourer cette victoire. Dans un tweet qui fit sensation, il écrivit « Rapport officiel, le Salvador est le pays le plus sûr d'Amérique latine. Message personnel à Sébastien Lecornu. Merci d'avoir contribué à notre popularité internationale. » Le mot dièse « Merci Lecornu » devint viral, utilisé ironiquement par des millions d'internautes pour remercier le ministre français d'avoir involontairement fait la promotion du modèle salvadorien. Mais l'humiliation finale vint d'une source inattendue. En janvier 2026, le maire de Marseille, confronté à une recrudescence de la violence dans les quartiers nord, déclara publiquement « Peut-être devrions-nous étudier les méthodes de Bukele au Salvador, leurs résultats parlent d'eux-mêmes. » Cette déclaration d'un élu français créa une tempête politique. Lecornu fut contraint de réagir, mais ses déclarations sonnaient creux après ses déboires. « La France ne copiera jamais les méthodes autoritaires », déclara-t-il faiblement. Bukele répondit avec son humour habituel « Monsieur Lecornu, l'invitation est toujours ouverte. Marseille peut envoyer une délégation pour étudier nos méthodes. Formation gratuite incluse. » L'affaire avait pris une dimension telle qu'elle devint un cas d'étude dans les écoles de diplomatie du monde entier. À Sciences Po Paris, les étudiants analysaient l'échec de Lecornu comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire en communication diplomatique moderne. 1 an plus tard, lorsque Lecornu fut écarté du gouvernement lors d'un remaniement, beaucoup y virent la conséquence directe de son humiliation face à Bukele. Le président salvadorien avait non seulement gagné la bataille médiatique, mais il avait également contribué à la chute politique de son adversaire français. Dans son discours d'adieu du Quai d'Orsay, Lecornu ne mentionna jamais l'affaire Bukele, mais tout le monde savait qu'elle avait marqué le début de la fin de sa carrière ministérielle. Bukele, quant à lui, était devenu une star internationale. Invité dans les grandes universités américaines, consulté par des dirigeants du monde entier, il incarnait le nouveau modèle du leader populiste numérique efficace. Et chaque fois qu'on lui demandait son secret, il répondait avec le même sourire « Il faut juste dire la vérité au bon moment de la bonne manière et ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un tweet. » L'affaire Lecornu-Bukele était devenue une légende moderne, celle d'un président d'un petit pays qui avait humilié la diplomatie française avec un téléphone et beaucoup d'audace.